faire un petit tour de table de présentation pour commencer. Olivier, allez, on te laisse la priorité comme tu es à distance. Je te remercie, Xavier. Bien, bonjour à tout le monde. Donc, Olivier Mabille, je suis président du syndicat Le CIRTA et gérant de la société Fibra, une société spécialisée donc, dans les travaux de désamiantage. Voilà, merci Olivier. Rémi, pour continuer. Oui, bonjour à tous. Donc, Rémi Raskopf, directeur technique adjoint donc, de Calibat et responsable d'activité certification amiante. Voilà, Marc Charrois. Oui, bonjour à toutes et tous. Marc Charrois, je suis coordonnateur technique à la CRAMIF, chargé de mission amiante pour la CNAM. Voilà, et Guillaume. Guillaume Blanc, membre du CEDRE Commission Amiante et vice-président de Valgo, désamiantage des pollutions de sol. Voilà, on vous a tous ensemble et on est ravis. On a préparé cette table ronde effectivement la semaine dernière. Alors, ce qu'on se disait peut-être pour commencer, on avait dit que Marc peut-être pourrait commencer sur ce premier tour de table. C'est l'importance du donneur d'ordre pour passer les bons marchés de travaux, effectivement. Oui, alors quand on parle de prévention du risque amiante, bon, il y a la démarche de prévention du risque en général et forcément le premier item dans la prévention, c'est l'identification des polluants. Donc, en l'occurrence, l'amiante, eh bien, aller chez les donneurs d'ordre, les propriétaires, et donc c'est bien évidemment aux donneurs d'ordre de faire les repérages. Encore faut-il savoir finalement quel marché, comment structurer son marché de manière à ce que l'opérateur de repérage fournisse un travail qui soit pertinent. L'objectif, bien évidemment, c'est de connaître l'amiante, mais c'est de connaître l'amiante dans le périmètre des investigations, que ce soit repérage amiante avant travaux ou DTA. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le donneur d'ordre, il a quand même besoin d'un minimum de connaissances pour pouvoir passer ces marchés de commandes de repérage et puis ensuite passer des marchés aux entreprises. Ça veut dire que aussi, s'il n'a pas les ressources en interne, on le conseille vivement de s'entourer des compétences extérieures qui peuvent être un AMO ou un maître d'œuvre amiante spécialisé. Oui, c'est ça, c'est l'importance de l'AMO finalement pour accompagner ce donneur d'ordre. Rémi, pour continuer, on fait ce premier tour de table qui est mise en chauffe pour cette table ronde. Rémi, pour continuer, on voulait avoir un petit point là sur les entreprises qualifiées, puisque ça c'est votre sujet, puis rappeler peut-être ce que vous faites en termes de qualification. Hein. Oui, donc effectivement, Calibat a plusieurs activités. Donc, activités de qualification d'entreprises du bâtiment, donc environ 60 000 entreprises qualifiées. Et puis également, Calibat est accrédité pour délivrer la certification traitement de l'amiante 1552. Et à ce jour, on compte à peu près pas loin de 700 entreprises certifiées traitement de l'amiante 1552 chez Calibat, avec, malgré les effets de crise divers et variés, une stabilité au niveau du nombre d'entreprises certifiées. Et également une petite mutation au niveau des secteurs d'activité vers lesquels on tend davantage vers des travaux typiquement de dépose d'éléments extérieurs ou des travaux de génie civil terre-amiantifère, par exemple. Des travaux, pardon De génie civil terre-amiantifère. Oui, donc là, il y a moins d'entreprises qui sont qualifiées ou de plus en plus. Une augmentation voilà, effectivement, oui, ça c'est lié à la réglementation. Donc finalement, en fonction des types de réglementation et des arrêtés qui sont applicables, on voit une augmentation des entreprises. Alors, on voit une augmentation d'entreprise ou une augmentation sur les secteurs d'activité sur lesquels ils interviennent. Pour continuer, Olivier, allez, vous êtes à distance. On parlait de l'industrie. Effectivement, c'était peut-être un sujet, là, on a parlé de génie civil, mais l'industrie, ça a peut-être été laissé pour compte aujourd'hui. Oui, complètement. Alors, je dirais, pour en venir à l'industrie, on va dire plus généralement, c'est l'analyse de risque. Aujourd'hui, pour rebondir un peu sur ce qui a été dit, l'analyse de risque, c'est pas l'affaire, souvent on le reporte à l'affaire de l'entreprise de travaux. Sauf qu'aujourd'hui, l'analyse de risque, c'est une chaîne d'acteurs qui ont leur propre responsabilité. Dans ces chaînes d'acteurs, on a le donneur d'ordre au travers du maître d'ouvrage, on a le maître d'œuvre, on a la maîtrise d'œuvre amiante, on a le diagnostiqueur et on a l'entreprise. Ça, c'est pour citer l'essentiel de cette chaîne d'analyse de risque. Alors, je vais y venir à l'industrie, mais aujourd'hui, le diagnostiqueur, d'accord, est la pierre angulaire
de cette analyse de risque. De toute manière, ça, on le sait au travers des décrets. Trop souvent, aujourd'hui, on a des irrégularités sur des diagnostics qui vont générer des pollutions, des risques à responsabilité à définir, problèmes d'accessibilité, de plans fournis par le donneur d'ordre, connaissance des installations et typologie aussi du site. Alors, cette qualité est bien sûr capitale pour en définir l'analyse de risque du désamianteur et de l'entreprise de travaux, mais elle est aussi capitale au moment de la consultation. Trop souvent, effectivement, on a des donneurs d'ordre qui consultent avant même d'avoir fait un diagnostic parce qu'ils savent qu'ils ont de l'amiante, alors que la consultation devrait déjà avoir pris en compte l'analyse de risque, parce qu'une analyse de risque, c'est un budget. Et derrière, ça générera des situations de hors marché. Depuis le début de la législation de 1996, on a tous beaucoup travaillé sur l'analyse de risque, sur les techniques et les méthodes de travail sécuritaires. Ça s'est fait en grande partie, et pour ne pas dire exclusivement, pour des travaux dans les secteurs du bâtiment. Aujourd'hui, c'est ce que vous disiez, l'industrie, et je crains le laisser pour compte de ce travail. Alors, pas totalement, hein, bien entendu, puisqu'il y a des choses qui sont applicables, mais ils ont des problématiques qui sont particulières à leur métier, à leur site, d'accord, des méthodes qui sont spécifiques, et notamment, on revient sur le diagnostic, alors sur les diagnostics et les diagnostiqueurs qui ont les compétences d'intervenir sur des sites industriels. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, faire un diagnostic en site industriel demande des compétences autres que celles du bâtiment. Et bien entendu, une redondance dans leur application de la SS4, quoi. Oui, donc on voit effectivement la compétence des diagnostiqueurs. Alors, je tire le fil hein, sur cette table ronde. Donc, effectivement, on a le diagnostiqueur et puis ensuite, il faut classifier les travaux en sous-section 3 et sous-section 4. Et donc, ça change tout après derrière la manière dont on va réaliser les travaux, la manière dont on va prendre effectivement les éléments de sécurité. Ça va changer tout en termes de coûts. Et donc, Guillaume, comment on fait pour bien faire cette ligne de partage? Alors, sans identifier que ça va tout changer en termes de méthode ou de coût, sous-section 4 ne veut pas dire n'importe quoi. Il y a un diagramme qui existe, vous pouvez trouver sur Internet, qui vous différencie la section 3 et la section 4. C'est le principe, la finalité qui va changer. La section 4 est une intervention ponctuelle sur des matériaux amiantés ou proches des matériaux amiantés. La section 3 est une opération globale ou de dépose de matériaux amiantés. Que ce soit en dépose ou en remplacement, il y a des risques. Les risques, il faut les évaluer, les maîtriser. Il y a des processus à mettre en œuvre. Ces processus ont des protections collectives à mettre en œuvre. Ce qui va principalement changer, c'est la finalité. Mais derrière, on fait quand même des mesures, on fait quand même des SAS, on fait quand même de la protection des surfaces. Section 4 n'est pas égale à n'importe quoi. Par contre, section 4, il n'y a pas de certification encore. Donc, c'est uniquement soumis à un mode opératoire général envoyé annuellement à un service du travail. Et pour les opérations de plus de 5 jours, un mode opératoire spécifique envoyé à un service du travail local. Oui, alors quand on a une difficulté d'arbitrage, parce que là on dit oui, là vous arbitrez entre sous-section 4 et sous-section 3, bon, on peut faire un choix, mais des fois on peut se poser la question, c'est pas si simple que ça. Le logigramme est quand même extrêmement bien fait avec beaucoup de cas particuliers, mais il faut bien identifier dans le principe de est-ce que je veux déposer un matériau dans sa globalité ou est-ce que je veux remplacer ponctuellement un matériau ou intervenir à proximité d'un matériau. Ce qui peut être un peu tendancieux, c'est l'encapsulage ou l'encoffrement. La notion de durabilité et d'étanchéité de la protection qu'on va faire sur un matériau amianté. Par exemple, si je viens recouvrir par un parquet, une dalle de sol amiantée, je vais être dans une opération d'encofrement, donc soumis à section 4. Par contre, si je viens effectuer un encapsulage par une dalle, par agréage par-dessus, je suis dans de l'encapsulage. Et donc, dans ce cadre-là, je fais appel à une entreprise sous section 3. Dans les deux cas, il y a des risques et dans les deux cas, il faut faire une évaluation des risques, analyse, SAS et compagnie. Oui, Marc, en termes de risque, là, puisqu'on en parle entre le classement sous section 3 et sous section 4, si on fait le risque de mauvais classement, quel est-il? Alors, le risque de mauvais classement, déjà, la décision de
de classer une opération en sous-section 3, sous-section 4 dépend forcément du donneur d'ordre, puisque c'est lui qui va orienter les travaux et, a fortiori, le choix des entreprises. Donc ça, c'est de son jugement, mais derrière, c'est une partie du Code du travail. Donc, il peut y avoir des litiges, comme on a pu le voir dans certaines régions, sur l'interprétation, finalement, d'une opération qui avait été qualifiée en SS3 ou en SS4, enfin, c'était surtout la SS4, et qui, sur jugement éclairé des services d'inspection du travail, ont requalifié en opération de SS3. Mais enfin, ça, c'est une approche réglementaire qui s'impose à tous. J'aurais tendance aussi à dire qu'on parle rarement de la sous-section 2. Alors, qu'est-ce que c'est que la sous-section 2 ? Sous-section 1, 2, 3 et 4 du décret du 4 mai 2012. En fin de compte, la sous-section 2, c'est elle qui définit les dispositions communes et les moyens de protection avec les arrêtés techniques d'avril et de mars 2013. Mais l'essentiel est là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour une opération de SS4 ou de SS3, on sera toujours sur la même logique. Un processus génère de l'empoussièrement et je mets en place des moyens de protection qui correspondent à l'empoussièrement généré, que ce soit la sous-section 3 ou sous-section 4. Ensuite, bien évidemment, comme le disait Rémi, notamment, il y a la certification en sous-section 3 qui impose une autre organisation, un autre schéma pour les entreprises, des coûts supplémentaires, bien évidemment. On a tous en tête les donneurs d'ordre aussi et les entreprises de ce fameux délai de 1 mois sur les plans d'entrée. Mais si on regarde de façon globale, j'insisterai plus en matière de prévention sur la sous-section 2 et maîtrise des moyens de protection liés aux empoussièrements que sur ce découpage réglementaire, même si, quelque part, il s'impose à tout le monde. Oui, finalement, c'est ça. Il y a le chapeau qui est la sous-section 2 et qui vient contrôler ces risques. Rémi, sur la partie processus, là, puisqu'on vient d'en parler, document unique, on peut en parler un petit peu. Donc, la gestion des risques, est-ce qu'on peut détailler ce que doit faire l'entreprise ? Effectivement, au vu des interventions précédentes, on se rend compte qu'une des pierres angulaires, en complément de ce que disait donc Olivier sur les diagnostics, c'est l'approche processus et l'évaluation des risques. De ce fait, donc, qui est inhérente également aux différentes sous-sections, section 3, section 4. Dans tous les cas, l'entreprise de travaux donc, a obligation de constituer dans son DERP, donc document unique d'évaluation des risques professionnels, eh bien, l'approche du risque amiante, en intégrant donc ces différents processus. Donc, je rappelle, un processus, c'est un triptyque matériaux, techniques de retrait et moyens de protection collective. Voilà. Et l'entreprise a donc obligation donc, à la fois d'identifier ces processus et également de les caractériser et, je vais dire même plus encore, de les faire vivre. C'est-à-dire que finalement, son expérience, son auto-expérience, sa capitalisation lui permet derrière d'améliorer ses processus et du coup, derrière, d'optimiser la prise de risque, enfin, la maîtrise du risque pardon, sur ces chantiers. Oui, en termes de processus, là, pour revenir à Olivier, alors, on va vous reprendre. Voilà. Est-ce que les analyses de risque sont toujours bien faites dans les entreprises? Je vais dire oui. Alors, en réalité, bien sûr, le processus est quelque part la finalité de l'analyse de risque. L'analyse de risque est bien faite à partir du moment où le risque est bien identifié. Aujourd'hui, alors, on va parler de certaines choses. Peut-être qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un petit peu trop de processus de niveau 1 par rapport aux travaux qui sont réalisés. C'est quoi le processus de niveau 1? Eh bien, c'est des processus dont l'empoussièrement est inférieur à 100 fibrolitres lors des travaux. Donc aujourd'hui, on voit qu'il y a une généralisation de processus de niveau 1 sur des travaux, on dira, qui sont quand même globalement assez émissifs. Donc, je dirais que chaque entreprise a sa responsabilité. Il y a une base qui existe, la base de Scola, qui identifie aussi, qui aide les entreprises à leur analyse de risque et la réalisation de leur processus. Marc, en termes de, oui, il y a une tendance de vouloir classer en niveau 1 alors qu'on ne serait pas vraiment en niveau 1. C'est ce que sous-entend Olivier. Hein. C'est effectivement pour s'extraire un peu des contraintes en termes de sécurité.
enfin, il y a toujours un débat, on le voit surtout en comité de certification, quand on examine les processus des entreprises. Ce que l'on peut dire, comme Olivier le disait, il y a une base d'empoussièrement pour la sous-section 3 notamment, qui est Scolamiante, qui donne une référence et des empoussièrements qui sont mesurés par les laboratoires accrédités. Il y a une obligation pour les laboratoires accrédités d'alimenter cette base qui donne finalement des indications pour la première évaluation des risques pour l'entreprise. Elle se base sur ces valeurs d'empoussièrement, ce qui lui permet de dimensionner ses moyens de protection. Alors après, il y a l'expérience des entreprises. Les entreprises ont certes peut-être des techniques comparables, du personnel qui n'est pas forcément et une organisation qui peut être spécifique, et donc des résultats de processus qui sont propres à l'entreprise. Et on peut espérer, en tout cas aujourd'hui on le voit, c'est que les entreprises sont capables de faire beaucoup mieux ce que l'amiante indique, ce qui est tout à fait normal puisque quelque part, elles sont dans une recherche de maîtrise permanente de leur processus, ce qui fait qu'aujourd'hui, la base Scola, on espère que toutes les entreprises peuvent faire mieux que ce qui est indiqué et donc, par le même, peut-être baisser les niveaux d'empoussièrement. Bon, alors après, il y a des entreprises qui ont des bons résultats, qui peut-être classent leur processus en niveau 1. Il y a toute une réflexion à avoir pour déclasser un processus de niveau 2 en niveau 1. Après, il y a des justifications que l'on peut demander aux entreprises, mais aujourd'hui, la tendance, effectivement, c'est plus à la baisse de processus, de niveau d'empoussièrement et donc à la baisse des niveaux des processus. Après, il faut vraiment regarder dans le détail si le geste est vraiment maîtrisé dans toutes les circonstances. Ça reste à démontrer. Oui, Guillaume, effectivement, ce qu'on voit, c'est que l'entreprise a tout intérêt à bien maîtriser ce risque et donc à avoir, en termes de processus aussi, être bien dans les clous. Pour la gestion des processus, on doit tous se baser sur la base Scola au préalable pour faire les chantiers tests. Et à suite de quoi, nous avons une procédure pour le suivi des processus et pour les chantiers de suivi de validation qui sont faits en parallèle avec notre organisme de contrôle, OFIN, TGA, qui sont tous certifiés par la BREF. Ensuite de quoi, vous avez aussi une possibilité de monter les centres des processus en fonction de vos résultats. Un résultat peut être séparé du reste parce que certains matériaux, notamment comme les enduits, ne sont pas des matériaux qui sont linéaires. Ils ont souvent été faits dans le chantier à l'époque, par un mélange de l'enduit et de la fibre d'amiante. Donc certains enduits sont épais, d'autres fins, d'autres débulages, contiennent beaucoup d'amiante, peu d'amiante. Donc, il faut avoir une maîtrise très précise du processus pour assurer une maîtrise opérationnelle et les pressions actives associées. Oui. Rémi, comment on accompagne finalement les entreprises? Parce que vous décriviez tout à l'heure, il y a des nouvelles entreprises qui se lancent dans ce métier. Et comment on accompagne les entreprises pour avoir de l'expérience, effectivement, et on voit toute l'importance de l'expérience sur la maîtrise du risque. Alors, donc nous, Calibat, organisme de certification, donc on n'est pas là pour accompagner la démarche technique, hein, bien évidemment, la maîtrise du savoir-faire pour l'entreprise. On accompagne dans la démarche de certification. Néanmoins, aujourd'hui, il y a quand même un certain nombre d'études bibliographiques. Il y a également des organismes de prévention, tels la CRAMIF, tels l'INRS ou le BTP, qui ont déployé un certain nombre à la fois de supports documentés et également de méthodologies, ainsi que la règle technique, hein, sur lesquelles peuvent s'appuyer les entreprises, de façon à s'approprier des processus au fur et à mesure de leur temps. Oui. Et puis, garde le micro. On va parler aussi, là maintenant, on parlait de l'importance du maître d'œuvre amiante. Mais finalement, autant les entreprises aujourd'hui sont qualifiées, autant les maîtres d'œuvre amiante, ils ne sont pas forcément encore qualifiés. Donc, comment on assure aussi un niveau de compétence de ces opérateurs qui jouent un rôle de plus en plus important auprès des donneurs d'ordre? Alors effectivement, au sein de l'activité de traitement de l'amiante, on a une multitude d'acteurs. On l'a évoqué tout à l'heure. On a donc des diagnostiqueurs qui eux-mêmes sont certifiés. On a également des activités de métrologie, de prélèvement d'air qui sont soumises à accréditation.
On a des organismes certificateurs qui sont également soumis à accréditation. En revanche, la partie, on va dire, maîtrise d'œuvre est soumise à des qualifications volontaires, non contraignantes, qui sont une forme de reconnaissance du savoir-faire de l'activité de maîtrise d'œuvre, mais qu'aujourd'hui ne sont pas imposées au même titre qu'une certification obligatoire ou une accréditation. Donc, on peut éventuellement se poser la question sur l'avenir et sur l'évolution, dans le cadre de cette profession, d'un mécanisme de reconnaissance de signes de qualité ultérieurs. Oui, parce que finalement, dans la chaîne amiante, quand on regarde tous les acteurs, finalement, ça serait la seule profession qui n'aurait pas de qualification obligatoire ou de certification obligatoire sur la partie amiante. Hein. Oui, effectivement. Ce qu'il faut quand même noter, c'est que dans le temps, depuis les prémices, on va dire, des travaux d'alimentage, il y a eu une montée en compétence de chaque acteur, d'une part, et d'autre part, il y a également une reconnaissance par un tiers qui s'est effectuée au fil de l'eau. Voilà. Oui. Au niveau des maîtres d'œuvre, alors on va parler un petit peu de démat amiante, de traque déchets, parce qu'effectivement, c'est des choses qui sont mises en place assez récemment. On peut faire un petit tour d'horizon, rappeler au public ce qu'est démat amiante et traque déchets, peut-être qui veut le faire. Moi, je fais démat amiante. Voilà, allez. Alors, démat amiante, c'est un projet informatique qui a été mis en place par la DGT. Un plan de retrait doit être envoyé aux organismes certificateurs de contrôle, maître d'ouvrage, maître d'œuvre, un mois avant le début des travaux. Pour faciliter cette communication et aussi limiter le papier, un service informatique a été mis en place, une plateforme qui permet de dématérialiser le plan de retrait. Selon les 12 points identifiés dans l'arrêté 2012, certaines entreprises ont été pilotes dans le CIRTA et dans le CEDRE, à la suite de quoi des régions ont été pilotes, comme Réunion, Pays de Loire, Normandie, et un prochain déploiement est prévu en 2023 pour les autres régions non encore soumises. Le but principal est de simplifier, faciliter et sécuriser la traduction du plan de retrait. Vous faites une fois le plan de retrait sur la plateforme et il est diffusé à tout le monde en simultané. Vous identifiez également le planning à l'intérieur. Donc, dans ce démat amiante, on liste les entreprises qui vont intervenir aussi et des autres opérateurs qui vont intervenir sur le chantier. Alors, vous identifiez l'adresse du chantier. Il va donc identifier quelle est l'adresse qui est du chantier, quel est le CARSAT ou CRAMIF qui est associé à cette opération, le PBTP si vous êtes associé ou pas, et vous avez également maître d'ouvrage, maître d'œuvre à l'intérieur pour diviser le plan de retrait. Vous ajoutez vos fiches de poste, fiches processus, où vous en êtes de vos processus et quel niveau de protection vous souhaitez mettre en œuvre. Vous ajoutez également bilan aérolique, autres informations sur le matériel nécessaire à la compréhension du plan de retrait. À chaque avenant que vous souhaitez faire, c'est suivi et diffusé à l'ensemble des parties prenantes. Vous avez également la possibilité de communiquer à l'organisme de certification votre planning de travaux qui se met à jour au fur et à mesure, ce qui permet à l'organisme de certification de faire son travail d'audit inopiné des entreprises certifiées. Oui. Marc, alors pour démat amiante, on peut continuer là, on va faire un retour d'expérience sur le fonctionnement de démat amiante. Oui, alors effectivement, il y a aujourd'hui 5 régions pilotes. Il y a, je viens d'avoir les chiffres, 14 665 opérations à ce jour déposées sur démat amiante pour les régions pilotes. On est sur un volume attendu d'environ 28 000 opérations par an. Ça vous donne quand même une idée du nombre de documents qui transitent par cette application et du volume des données en matière d'octets qui sont à gérer sur la plateforme. La plateforme offre des avantages, c'est que aussi les entreprises qui déclarent des plans de retrait n'ont pas à identifier où sont situés les organismes de contrôle puisque c'est dispatché automatiquement. Aujourd'hui, l'information n'arrive pas forcément. Bon, c'est un problème. On est dans la construction encore. Hein. Quand on parle de région pilote, ça veut dire que l'application n'est pas 100% opérationnelle. Donc, il y a des discussions qui sont toujours en cours, mais on est sur des améliorations aujourd'hui et on espère bien que ça permettra aux entreprises de gagner à terme du temps, même si quelque part, cette notion de temps dans l'utilisation de l'application a été
un peu remise en cause par les entreprises qui sont obligées d'adapter leurs propres outils avec cette application. Oui, parce que les entreprises avaient des outils papier. Alors, Olivier, là, Olivier Mabille, en tant que témoignage d'entreprise, vous êtes sur un secteur sur lequel vous utilisez des maths amiantes? Alors, non, pour des maths amiantes, nous, on est basé dans le sud, dans les Bouches-du-Rhône, et des maths amiantes n'est pas encore actif. Bon, par contre, quand on travaille sur d'autres régions où des maths amiantes est actif, effectivement, on doit faire la déclaration, en tous les cas, de notre chantier du plan de retrait via des maths amiantes. On n'a pas, enfin, on est plutôt basé au niveau régional, donc on a dû émettre une dizaine de plans de retrait par des maths amiantes. Oui, est-ce que ça change les méthodes de travail que vous pouvez avoir finalement des Alors, maths amiantes? oui, ça change forcément les méthodes de travail parce qu'aujourd'hui, des maths amiantes et donc la déclaration du plan de retrait. Par contre, là où le plan de retrait pouvait se substituer pour la plupart des entreprises à un document chantier par la méthode de travail, aujourd'hui, on ne trouve pas forcément cette typologie de document. Donc, effectivement, les entreprises, mais c'est quelque chose qui se réorganise. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a peut-être beaucoup d'avantages. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une partie qui est un peu plus tournée administrative et une partie donc, qui est un document entreprise, qui est un document plutôt réalisation. Oui. Guillaume, vous êtes sur un secteur, la même question, hein, sur lequel vous êtes concerné par des maths amiantes? Alors, nous sommes une entreprise nationale, mais je reprends aussi le CEDRE qui travaille avec différentes entreprises qui sont à travers le territoire et qui participent au test pilote. On travaille avec la DGT pour l'amélioration du site, pour sa facilitation. C'est quoi alors là, je voudrais avoir les limites aujourd'hui ou les difficultés qu'il peut y avoir. Actuellement, beaucoup d'entreprises se sont organisées avec des systèmes informatiques, ou privés ou publics, style Amiante 360. Ces logiciels ne communiquent pas avec des maths amiantes. Donc, ça impose de faire des copies et des recopies de documents. Vous ne pouvez pas avoir de bibliothèque intégrée dans des maths amiantes. Donc, vous devez à chaque fois ajouter vos documents au fur et à mesure. L'impression du document n'est pas automatique. Donc, elle devient complexe même pour créer un PDF. Donc, ça demande un travail important administratif pour pouvoir avoir un document à fournir sur chantier, disponible pour des contrôles, soit de Qualibat ou même d'inspection du travail. Donc, ça donne à l'entreprise un travail complémentaire d'impression, de création de PDF pour le mettre et de non-adaptation avec nos logiciels. Le document a une mise en forme un peu basique pour l'instant et donc nous ne pouvons pas utiliser ce document-là facilement pour faire notre document opérationnel de chantier. De plus, il ne comprend pas l'évaluation des risques du bâtiment. Donc, nous faisions habituellement une double analyse des risques, celle amiante et celle bâtiment, sur le même document qu'on appelle plan d'entrée, voire PPSPS, ensemble. Maintenant, nous devons faire un document séparé pour réfléchir aux autres risques BTP issus de l'opération des amiantages. Oui. Donc, on voit qu'il y a encore un peu des améliorations, Marc. Oui, oui, enfin, ce qui est décrit, effectivement, c'est ce que les entreprises ont pu dire au travers des organisations professionnelles. Je voudrais aussi rappeler quand même que c'était pas… il y avait un cahier des charges finalement qui avait été discuté avec les organisations professionnelles et qui était resté sur les 18 points réglementaires qui sont issus du Code du travail. Donc, l'application ne s'est pas voulue à l'origine développée pour sortir de ce carcan des 18 points. Donc aujourd'hui, les entreprises forcément ont besoin d'adapter leur façon de travailler avec cet outil-là qui répond, encore une fois, uniquement à ces 18 points. Donc ne répond pas à la nécessité de faire une analyse des risques du chantier proprement dit, c'est-à-dire d'intégrer tous les risques qui peuvent être rencontrés sur l'opération, notamment la coactivité. Ces éléments-là, clairement, n'apparaissent pas. Et encore une fois, c'est l'origine de la construction de l'application. Oui, Rémi, oui, c'est des produits qui évoluent. Hein, c'est comme toute application logicielle. Au début, on commence avec certaines fonctionnalités, puis après, ça évolue. Rémi, oui, pour préciser certaines choses.
Vous faites plus de contrôle aussi, alors du coup, grâce à des maths amiantes? Alors, je voudrais revenir déjà sur ce qui a été dit d'un point de vue de votre expérience d'entreprise et puis donc approche CRAMIF. Donc nous, on le voit d'un spectre organisme certificateur. Il faut savoir que, comme ça a été dit, originellement, des maths amiantes était un outil de simplification, de démarche et de dépose de plans de retrait, sur lesquels a été greffé de nouveaux compléments, et notamment ce qu'on appelle des compléments OC pour l'organisme certificateur, qui doivent nous permettre, nous, organismes certificateurs, de recueillir un certain nombre de données. Voilà. Donc, à titre d'ordre de grandeur, donc ça a été précisé tout à l'heure par Marc, Calibat reçoit environ, avant l'application des maths amiantes, environ 20 000 plans de retrait et déclarations de chantier par an. Aujourd'hui, c'est notre outil qui nous est propre. Voilà. Avant des maths amiantes? Avant des maths amiantes. Encore aujourd'hui, puisqu'on travaille en parallèle, puisque aujourd'hui, donc, des maths amiantes est encore en phase pilote. De ce fait, nous, on est en étroite relation avec la direction du numérique, qui est sur le projet avec la DGT, de façon à faire évoluer aujourd'hui l'outil, puisqu'aujourd'hui, à titre d'exemple, l'outil ne nous permet pas, nous, organismes certificateurs, de recueillir des données structurées, complètes et fiables, ce qui peut avoir un impact sur la programmation des audits, par exemple, et ou également donc, sur le suivi des certifications des entreprises. Voilà. Donc ça, on est vraiment, si vous voulez, sur ce schéma en mode projet avec l'administration, de façon à faire évoluer favorablement et que tout le monde puisse utiliser cet outil le plus sereinement possible. Oui, parce qu'on peut imaginer qu'à terme, c'est le numérique, tout le monde est gagnant sur l'utilisation du système. Mais si on regarde juste pour finir sur des maths amiantes, quand est-ce que ce sera à peu près finalisé et quand est-ce que ce sera applicable à toutes les régions? Alors, je n'ai pas forcément toutes les réponses. Ce que je sais, c'est que globalement, ça a été évoqué tout à l'heure, début 2023, il est prévu donc une généralisation du dispositif sur l'ensemble du territoire, modulo effectivement derrière les améliorations et l'effectivité des améliorations. Guillaume, une précision là-dessus? Normalement, toute la France devait passer au 1er juillet 2022. Du fait de ces quelques problématiques, ça a été repoussé au premier semestre 2023 sans avoir encore de date effective, mais les organisations comme le CEDRE et le CIRTA, on travaille en parallèle avec la DGT pour faire améliorer aussi le logiciel, la plateforme, plus sur les fonctionnalités techniques que sur le fond pour qu'on puisse l'adapter à chacun à nos besoins opérationnels. Oui. Là, on a parlé, donc finalement, c'est SS3 des maths amiantes. C'est uniquement les entreprises qui sont sur les plans de retrait. Est-ce qu'on peut imaginer que demain, en SS4 aussi, les entreprises vont devoir rentrer dans un système numérique, Marc? L'évolution du numérique le fera peut-être. En tout cas, ce n'était pas dans les tuyaux quand on a discuté des maths amiantes. Peut-être que la DGT aura cette initiative pour les modes opératoires. Là-dessus, il n'y a rien qui est clairement établi. Oui, parce que les modes opératoires, ça reste encore complètement papier. Alors, un mode opératoire, c'est complètement papier. La différence, c'est qu'un mode opératoire, il est fait, l'entreprise le fait pour sa première intervention, mais est valable quel que soit le lieu d'exécution. En gros, bon, il y a des petites particularités selon que l'opération dure plus de 5 jours, etc. Mais en fin de compte, ce n'est pas un document qui… Enfin, clairement, on aura certainement moins de modes opératoires qui seront communiqués que de plans de retrait qui, eux, sont liés à une opération. Oui. Et pour finir, peut-être on peut parler aussi track déchets. Alors, on avait dit qu'on ferait un petit tour d'horizon sur track déchets. Peut-être, Olivier, pour rappeler ce qu'est track déchets. Eh bien, effectivement, on est dans la dématérialisation des documents. Et ce qui va bien aujourd'hui dans la politique globale, on va dire mondiale, c'est qu'aujourd'hui, le track déchets, c'est un outil informatique dématérialisé qui a été mis en place et qui est en application depuis le 1er août de cette année. Alors, comme il est applicable depuis peu, il demande aussi à connaître quelques améliorations. Mais track déchets, en fait, est le remplacement du BSDA, bordereau de suivi de déchets, qui ne sont pas que les déchets amiantes, mais globalement aujourd'hui tout type de déchets. Donc, on a le BSDA. Et cette dématérialisation, eh bien, c'est l'établissement de ce bordereau qui a un accès à l'ensemble des acteurs qui doivent le valider, le signer, et qui donc passe par le maître d'ouvrage, l'entreprise qui va faire la dépose, le transporteur, et ensuite le site qui va recevoir les déchets. L'ensemble dématérialisé. Oui, les entreprises, qu'elles soient SS3 ou SS4, sont concernées par le track déchets.
Alors, toute entreprise, en fait, qui va traiter des déchets et tout maître d'ouvrage qui va traiter des déchets. Comme ce que je disais, c'est que tout déchet, même hors amiante, qu'il soit plomb ou déchets industriels, ils sont concernés par Track Déchets. Voilà, merci Olivier pour cette précision. Alors Morgane, je crois qu'on me faisait des petits signes en disant qu'on a des questions des internautes, donc des personnes qui sont derrière leur écran, des questions sur Internet. Morgane, une première question? Oui, on a une question de Pierre. Un accès est-il prévu pour les maîtres d'œuvre sur Démat-Amiante et Track Déchets pour le visa des plans de retrait ou le contrôle des BSDA? Voilà, la question c'est est-ce que les maîtres d'œuvre ont accès, on pourrait se poser la question, est-ce que d'autres personnes, n'importe qui pourrait avoir accès? Pas pour l'instant. Pour l'instant, sur Démat-Amiante, il n'y a que les administrations, il n'y a pas le maître d'œuvre. Donc, c'est une communication qui se fait en parallèle pour maître d'ouvrage et maître d'œuvre et pour Track Déchets. Comme le producteur et le maître d'ouvrage, il n'y a pas de possibilité de faire viser par le maître d'œuvre le BSDA, hormis avec un imprimé écran. C'est une solution qui est encore à part. Alors, Voilà, pour Track Déchets, il y a une réunion de travail hebdomadaire qui est générée pour les gens qui veulent échanger, qui ont des questions spécifiques sur Track Déchets. Et ça, il ne faut pas hésiter à venir y adhérer, à écouter. Alors, ça concerne justement pas que l'amiante, mais ça concerne tous les corps de métier. Et je pense qu'effectivement, pour tous les maîtres d'œuvre qui se posent ce genre de questions, maîtres d'ouvrage, ça vaut le coup de pouvoir y participer. voilà. Une deuxième question alors Morgane. Alors, une question de Karel. Bonjour, est-ce qu'une entreprise qui a un processus SS3 mais qui intervient en SS4 pour le même MPCA avec la même technique et MPC doit faire un mode opératoire SS4? Voilà, Marc va répondre. Oui, alors là, on est sur deux approches réglementaires. Alors, on peut se poser la question si effectivement c'est le même matériau, la même technique et le même moyen de protection collectif associé. Mais clairement, on est sur soit sur une opération de désamiantage SS3, auquel cas, eh bien, le processus en question sera mentionné par l'entreprise de désamiantage dans le plan de retrait. Et on est sur une logique de mode opératoire, ça sera le même processus, pas forcément avec les mêmes résultats d'empoussièrement parce qu'on n'est pas sur la même nature d'opération, peut-être pas sur le même personnel non plus, et sur des opérations ponctuelles qui entrent dans le cadre souvent d'autres opérations plus générales. Et du coup, on pourrait avoir des moyens de protection qui pourraient être différents. Mais encore une fois, SS3 et SS4, c'est plan de retrait et mode opératoire. Donc, ça sera bien dissocié sur ces deux documents. Voilà, Morgane, une dernière question du public? Il y en a beaucoup. Alors, une question de Nathalie. Est-ce que les auditeurs seront bien au fait que le PRDE sera qu'une réponse réglementaire aux 18 points et n'intègre pas tous les points audités? Et est-ce qu'ils comprendront bien le fait d'avoir un deuxième document chantier différent? Il faudra monter le volume du son de Morgane, hein, Benjamin, on n'entend pas. Bon, il y a quelqu'un qui a compris, oui. Rémi a compris la question. J'ai globalement compris, je pense que c'était plutôt destiné, puisque effectivement, donc, les auditeurs qui sont des personnes donc, qualifiées par le certificateur et qui sont donc missionnés pour réaliser des missions d'audit sur chantier et dans les sièges d'entreprise doivent avoir accès sur le chantier au plan de retrait, bien évidemment. Donc, ça fait le lien un peu avec ce que disait Guillaume, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'entreprise génère un plan de retrait sur Démat-Amiante et que le fait de ne pas disposer de plan de retrait répondant aux plans réglementaires sur le chantier peut être constitué comme un écart. Voilà, ça c'est la précision. Alors, on a un petit quiz pour vous, cher public, pour terminer cette table ronde, parce que ça fait quand même presque 45 minutes qu'on est ensemble. Et puis aussi vous qui êtes toutes et tous qui êtes dans la salle, avec deux questions, Benjamin, hein, c'est ça? Donc, l'utilisation de Démat-Amiante dans toute la France est obligatoire. Vrai, faux, prévu pour 2023? On va vous laisser répondre, hein. On y a répondu. Hein. On devrait avoir 100% de réponses justes. Vous pouvez commencer à voter à distance, hein, et puis on va présenter les résultats. Et puis, deuxième question, l'utilisation de Track Déchets pour la signature des bordereaux de suivi des déchets amiantés, BSDA, est obligatoire. Vrai ou faux? Vous devez le savoir, ça aussi. Allez, on vous laisse 5 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est des petites secondes. Hein. 0 pour voter. Et Benjamin, on affiche les résultats. Voilà. Bon, je pense que le public a dû suivre ce qu'on a dit. Prévu pour 2023, c'est bien ça, hein, Marc, hein?
il n'y aura pas de report. C'est prévu pour début 2023. Après, il y a un arrêté qui doit être qui doit être voté pour entériner finalement cette date qui s'imposera sur tout le territoire national. Voilà, donc ça c'est soumis encore à l'arrêté, donc il va falloir suivre pour les entreprises la sortie de cet arrêté. Et pour track déchets, donc Olivier, là c'est ce que vous disiez, c'est obligatoire là, depuis août. Hein. Tout à fait, depuis le 1er août. Voilà, on peut enlever cette partie-là. Ben voilà, on a terminé. On peut les applaudir pour cette table ronde.